Bonjour, je vous remercie d'être venus si nombreux pour m'écouter parler du détournement. Je suis Emmanuel Guy et je suis notamment le commissaire de l'exposition Guy Debord en art de la guerre qui se passe en ce moment dans ces lieux et jusqu'au 13 juillet. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler du détournement. J'attends que la première image apparaisse. Je voulais donc vous parler du détournement. Ceci est un détournement. Ceci est de la récupération. Je vous demande de bien regarder les deux images et d'observer les différences. Qu'est-ce que le détournement? Le réemploi dans une nouvelle unité d'éléments préexistants dans la culture à des fins révolutionnaires. Qu'est-ce que la récupération? Le réemploi dans une nouvelle unité d'éléments préexistants dans la culture à des fins spectaculaires, réactionnaires, publicitaires, marchandes, ou de pédagogie peut-être comme ici. Suffirait-il que mes intentions ici, aujourd'hui, soient révolutionnaires pour me laver de tout soupçon de récupération? Non. Suffirait-il que mon intention soit de vous présenter le détournement, sa théorie, ses intentions pratiques, ses succès, ses apories, comme Guy Debord et ses camarades ont pu le faire dans leurs textes, pour faire de moi un bon petit situationniste? Non plus. Le détournement est avant tout une manœuvre stratégique, et à ce titre, il comporte un tel risque. Debord et ses camarades en avaient bien conscience. Le détournement, c'est l'arme même du spectacle, qu'on appelle par facilité la récupération. Le principe est le même, il s'agit d'arracher à l'ennemi ses propres armes pour les utiliser. Je vous propose de lire cette phrase de Mustapha Khayati. Ça parle des mots, mais on pourrait remplacer ça par à peu près toutes les armes des situationnistes. Les mots forgés par la critique révolutionnaire sont comme les armes des partisans, abandonnés sur un champ de bataille. Ils passent à la contre-révolution, et comme les prisonniers de guerre, ils sont soumis au régime des travaux forcés. Il y a donc dans le détournement et dans la récupération une dialectique. On ne peut pas jouer les vestales et opposer l'un à l'autre en s'en tirant à bon compte en disant que tout détournement effectué dans le cadre de l'international situationniste est un détournement et que toute tentative de réemploi, de détournement, d'appropriation qui serait effectuée hors du cadre de l'international situationniste serait une forme de récupération. Donc c'est une manœuvre stratégique et qui comporte donc des risques, et on pourra discuter de cela tout à l'heure en évoquant les suites et les postérités possibles de ces pratiques de détournement. Par ailleurs, est-ce que ce critère de l'objectif révolutionnaire du détournement suffit-il à le distinguer d'une foule d'autres pratiques, antérieures ou postérieures à lui, qui sont très proches? Et j'entends par là le collage, le réemploi, le recyclage, le cut-up, les plans phoniques, le sampling, ce que Nicolas Bourriaud appelle la post-production, le mash-up, etc., etc. L'orthodoxie qui consisterait à ne considérer comme détournement que les réalisations situationnistes en la matière serait une immense facilité. Donc tout porte à aborder le détournement d'abord par rapport à des contextes, pour replacer cette pratique dans son milieu d'émergence et dans ses champs d'application. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, avant d'aborder 4 exemples de détournement. Les peintures détournées d'Asgerian, donc dans le champ pictural, le détournement comme principe d'écriture ensuite chez Guy Debord, une pratique qui a plus lié à la propagande situationniste, il s'agit du détournement de bandes dessinées, et enfin j'évoquerai les détournements d'images et de films dans les films de Guy Debord autour de la figure de la pin-up qui va permettre aussi d'étudier dialectiquement cette question du détournement et d'en voir aussi peut-être les apories et les difficultés. Alors, le détournement, d'abord, il faut le replacer dans le contexte interne à l'international situationniste. C'est une pratique que Guy Debord et ses camarades de l'international lettriste développent, qu'il théorise en 1956 dans un texte sur lequel je reviendrai, qui s'appelle Le mode d'emploi du détournement, paru dans une revue surréaliste belge qui s'appelle Les Lèvres nues. C'est une pratique donc, que les situationnistes incluent dans leur arsenal, si vous voulez, contre le spectacle. Donc vous avez là un tract qu'on expose aussi dans l'exposition, qui date de janvier 58, qui s'appelle « Nouveau théâtre d'opération dans la culture ». Ce tract dit tout, nouveau, c'est-à-dire d'avant-garde, théâtre d'opération, on a là cette nuance stratégique, si vous voulez, ou militaire, et quel est le champ de bataille? C'est la culture. Vous avez une carte d'état-major qui évoque encore et qui appuie cette espèce de dimension militaire et stratégique, et puis on a un diagramme qui peut évoquer à la fois bien sûr les diagrammes du combat, mais aussi des diagrammes, une esthétique qu'on pourrait dire corporate, c'est-à-dire l'usage qui pouvait être fait de ces réductions diagrammatiques de différents concepts. Ce diagramme, il réunit en un seul tout
les différentes pratiques développées par les situationnistes. On commence souvent par le jeu permanent et à partir de là se déploient différentes pratiques. Donc le jeu permanent dans l'espace donne lieu à la psychogéographie et le jeu permanent dans la culture donne lieu au détournement d'éléments esthétiques préfabriqués. Donc le détournement, je vais le considérer aujourd'hui de façon isolée, mais il faut garder en tête qu'il est inclus dans un arsenal plus vaste. Et il dépasse aussi la seule internationale situationniste, puisque Guy Debord, je vous l'expliquais, recourt au détournement très, très jeune, dès son premier film, Hurlement en faveur de Sade, qui est composé de détournements de différentes sources textuelles, pour la voix off en tout cas. Et il poursuit cette pratique après l'international situationniste, lorsqu'il adapte par exemple son essai de 1967, La Société du spectacle, au cinéma, il recourt à des images et à des films qu'il détourne. On peut toutefois considérer que le détournement, enfin en tout cas à la suite des situationnistes eux-mêmes, est la signature du mouvement situationniste. Donc je vous propose là cette citation issue du détournement comme négation et comme prélude. Vous allez voir, je ne vais pas recourir beaucoup au détournement, mais beaucoup à la citation. J'espère ne pas en faire un usage autoritaire. Il s'agit simplement d'illustrer là mon propos. Donc la signature du mouvement situationniste, la trace de sa présence et de sa contestation dans la réalité culturelle d'aujourd'hui, puisque nous ne pouvons en aucun cas représenter un style commun, c'est d'abord l'emploi du détournement. Alors on peut s'arrêter au moins sur, puisque nous ne pouvons en aucun cas représenter un style commun, excusez-moi pour la coquille, il s'agit effectivement de pas devenir un style, de ne pas devenir en cela un isme, le situationnisme qui pourrait être caractérisé par des caractéristiques stylistiques justement. Là, l'international situationniste décide de se caractériser par une pratique, cette pratique du détournement, un détournement qui effectivement est omniprésent chez Guy Debord, dans l'international lettriste et puis bien sûr dans l'international situationniste. Dans des productions nombreuses, j'ai évoqué Hurlement en faveur de Sade, on aurait pu évoquer les métagraphies des internationaux lettristes. La revue internationale situationniste, vous voyez, est émaillée de photographies, issues de la presse, comme ici, pardon, de la bande dessinée à deux reprises, ou des archives même des situationnistes. En l'occurrence, là, sur la droite, vous reconnaissez, enfin assez mal, j'imagine, l'image qui a servi à l'affiche de l'exposition, la conférence de Londres en 1960. Donc les détournements sont nombreux dans la revue internationale situationniste. Guy Debord le pratique aussi dans une pratique qui se situe entre le pictural et l'écrit, avec ce livre, ce poème, cette œuvre qui s'appelle Mémoire et qui est réalisée en décembre 58, enfin qui est publiée en décembre 58. Et réalisé de la manière suivante. Vous voyez, Asger-Jorn s'appliquait d'abord à faire ce que Debord appelait ensuite des structures portantes, sur lesquelles Guy Debord disposait des fragments de phrases, donc c'est là l'image du milieu, et puis le procédé d'impression permettait de juxtaposer un élément sur l'autre, et donc de donner lieu à cette espèce d'immense poème constitué uniquement de détournements qui est Mémoire, dans lequel Guy Debord revient sur sa jeunesse, sur les plaisirs de l'alcool, etc. Cette pratique du détournement, on la retrouve aussi dans la société du spectacle, dans le livre dont je vais vous parler plus longuement tout à l'heure, même si Patrick Marcolini l'a fait longuement la semaine dernière, et puis dans ces comics, ces bandes détournées, sur lesquelles aussi je vais m'arrêter tout à l'heure. Alors, on peut aussi aller plus loin et considérer que le détournement, les situationnistes, y recourent aussi dans l'organisation et la propagande même du mouvement. C'est Guy Debord et ses camarades qui le soulignent dans un article publié aussi d'International Situationniste. Ce détournement, il peut s'appliquer à l'organisation et à la propagande du mouvement, avec ce choix par exemple du terme international, qui évidemment fait référence à la première internationale, aux internationales socialistes. L'utilisation du terme de comité central à partir des années 60. Là, il y a une forme d'humour, en fait, en désignant comme comité central les 4 ou 5 délégués désignés sur les 15 membres à tout casser que compte à chaque fois l'international situationniste. Et puis, bien sûr, il y a une manière d'utiliser le détournement dans la propagande du mouvement, avec, comme on le verra, le détournement de l'imagerie publicitaire ou de la bande dessinée. Alors, mais qu'est-ce que le détournement ? J'y viens enfin. Les situationnistes, enfin, en l'occurrence là, les internationaux lettristes, Guy Debord et Jill G. Volman, le définissent dans une revue qui s'appelle Les Lèvres nues et qui est publiée par un surréaliste belge, Marcel Mariam. Ce texte s'appelle Le mode d'emploi du détournement. Vous voyez que déjà, la couverture de la revue qu'il contient est un détournement. Vous voyez là une carte de la France, et Paris a été remplacé par Alger, et puis bien d'autres villes sont remplacées par des villes algériennes. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une manière à la fois, bien sûr, de prendre au pied de la lettre la phrase du général, l'Algérie c'est la France,
et aussi d'appeler à ce que le conflit se porte aussi, le conflit algérien se porte de façon révolutionnaire sur le territoire français. Dans ce texte, donc, les situationnistes font le constat d'une impossibilité à créer du nouveau et développent un petit peu leur théorie, leur mode d'emploi du détournement. Alors, quel est l'objectif d'abord du détournement? C'est moins la création d'œuvres originales, la chose paraît assez vaine aux situationnistes, mais la propagande. Donc il y a immédiatement une manière de lier théorie et pratique dans le détournement. Et c'est peut-être ça en fait qui distingue le détournement d'autres pratiques, c'est que dès qu'on disjoint une volonté, enfin une théorie et une pratique, à ce moment-là on peut tomber dans la récupération. Il faut que la pratique soit liée à une théorie et à des objectifs précis. Le constat d'une liquidation à faire de l'héritage littéraire, Debord et Wollmann le font en ces termes: dans son ensemble, l'héritage littéraire et artistique de l'humanité doit être utilisé à des fins de propagande partisane. Donc il y a vraiment déjà là en 1956 une volonté de sortir du champ exclusif de l'art et des néo-avant-gardes qui commencent à se développer pour s'inscrire dans celui d'une démarche politique et révolutionnaire. L'autre objectif du détournement, c'est de réaliser le communisme littéraire. Et comment? D'abord en remettant en cause la propriété privée en matière littéraire, en utilisant donc des éléments de la culture, alors soit littéraire, soit artistique, et à les réutiliser sans mention d'origine dans de nouvelles unités. Donc il a une manière de récuser cette question de la propriété privée. Et par ailleurs, de refuser, ou en tout cas de remettre en cause, cette idéologie de la créativité qui innerve toute l'histoire des avant-gardes au XXe siècle. La tradition du nouveau est peut-être ce qui caractérise cette histoire des avant-gardes, où il s'agit toujours de créer de nouvelles œuvres et de faire preuve de créativité. Les situationnistes donc s'inscrivent en faux, enfin en l'occurrence là, les internationaux lettristes, contre cette conception. Enfin, dans le domaine du littéraire surtout, mais finalement on verra aussi dans le domaine de l'art, il y a une manière de refuser l'autorité, la légitimité que peut conférer la référence à un grand auteur ou à un grand artiste. Le refus de cette citation d'autorité, il ne s'agit pas simplement d'une haine de l'autorité en soi, même ça y participe, mais c'est aussi, cette autorité, elle fige pour Guy Debord et ses camarades, tout discours en idéologie. Le détournement vise donc à rendre à sa fluidité les discours et à ne pas les figer en idéologie. Alors, j'évoque là les trois objectifs principaux peut-être, qu'il faut replacer dans des contextes spécifiques. Ces contextes, c'est ceux de l'émergence et des usages qui ont pu être faits du détournement. Le détournement des situationnistes investit en effet des champs multiples, l'art, la littérature et le politique. Et à chaque fois, on a là des contextes imbriqués que je vais séparer, mais qu'il faudrait pouvoir englober dans un seul panorama. Je termine peut-être d'abord, excusez-moi, sur le mode d'emploi du détournement. Donc non seulement le détournement conduit à la découverte de nouveaux aspects du talent, mais encore, se heurtant de front à toutes les conventions mondaines et juridiques, il ne peut manquer d'apparaître comme un puissant instrument culturel au service d'une lutte des classes bien comprise. Alors, il y a à peu près tout dans cette phrase-là. Bien sûr que le détournement peut permettre de faire preuve d'un certain brio et d'un certain sens artistique, un nouvel aspect du talent, mais surtout il s'agit donc de faire scandale et de se heurter de front à toutes les conventions mondaines et juridiques. Alors, autant les conventions juridiques, on peut tout à fait les comprendre aujourd'hui avec les débats qui existent sur les questions de copyright et l'espèce d'OPA qui est faite par les compagnies de disques, par exemple, sur les œuvres, enfin voilà, la question du copyright. En revanche, les conventions mondaines, on verra plus tard dans le développement que, à l'heure où le détournement, le réemploi sans mention d'origine, le plagiat aussi, est une pratique commune et courante, on a vu que ces pratiques-là ne se heurtaient plus forcément aux conventions mondaines. En tout cas, il s'agit d'être, pour le détournement, un instrument culturel, c'est-à-dire un instrument qui se développe dans le champ de la culture et qui recourt à des éléments de la culture, mais au service d'une lutte des classes bien comprise. Alors ça veut dire quoi, la lutte des classes bien comprise? C'est la lutte des classes bien comprise, contrairement à la lutte des classes mal comprise. Et qui a mal compris la lutte des classes? Et j'en viens là à mon premier contexte, aux yeux des situationnistes, c'est le Parti communiste, qui a notamment dans son rapport à la théorie marxiste, un rapport extrêmement figé, d'annonnement, de répétition, de la ligne du parti soviétique en URSS, répétée, répercutée dans les différents partis communistes nationaux. Donc cette lutte des classes bien comprise, c'est là une espèce d'attaque ou de pique, si vous voulez, lancée à l'adresse de rapports au texte et à l'orthodoxie marxiste que peut entretenir le PCF.
Un autre élément important dans lequel, le contexte dans lequel le détournement s'insère, c'est le débat contemporain à l'émergence du détournement et à sa définition, avec des débats donc, qui ont lieu dans le champ littéraire et politique au début des années 50. Ces débats, c'est celui du lien entre littérature et engagement. Sartre l'aborde le premier dans Qu'est-ce que la littérature, qui est publié en 1947, et on demande à Barthes une série d'articles pour le journal Combat, qui répondent un petit peu à la conception sartrienne des liens entre littérature et engagement, et qui sont, comme vous le savez, ensuite publiés et réunis dans un seul et unique essai, Le degré zéro de l'écriture, qui sort en 1953, et dont on aperçoit quelques citations dans la Revue internationale situationniste bien des années plus tard. Alors, je vais essayer d'être bref et clair surtout. Sartre, dans son texte, Qu'est-ce que la littérature, donc il réfléchit à cette question du lien entre littérature et engagement, comment être un écrivain engagé. Sartre distingue le langage, qui est un domaine déterminé socialement, où les significations sont figées, et ce qu'il appelle le style, qui serait donc un domaine librement choisi par les individus, le lieu même de l'engagement selon Sartre. Donc il y aurait une espèce de disjonction, si vous voulez, entre l'univers du langage, dans lequel tout un chacun évolue au quotidien, et puis le style que mettrait au point un écrivain, et par ce style-là, il deviendrait par essence un écrivain engagé. Barthes est assez sceptique et ajoute donc un troisième terme qu'il appelle l'écriture. Parce que pour Barthes, le dualisme sartrien, si vous voulez, entre langage et style est une aporie. Soit on tombe dans la convention sociale, celle du langage, soit on tombe dans cette espèce d'idée du style qui n'est motivée que par la psyché, qu'on ne peut pas vraiment expliquer, analyser, reproduire et comprendre. Alors avec l'écriture, avec cette idée d'écriture, Barthes il déplace un petit peu le problème. Il ne s'agit plus de considérer le contenu ou les intentions d'une œuvre, mais sa forme. Donc on ne se situe ni en amont, si vous voulez, ni en aval, mais au cœur même de l'œuvre, dans sa forme. La forme qui, selon Barthes, doit être chargée d'implications politiques. Et ce choix d'une écriture, Barthes en fait un choix moral dans l'espace social. Mais à la fin de son texte, on voit un Barthes très, très sceptique et très pessimiste finalement, au vu de ce qui s'est produit comme littérature politique à son époque. Il critique dans Le degré zéro de l'écriture le roman réaliste socialiste, comme un pur contenu sans souci de forme qui ne fait que répéter et annoncer des principes dictés par la ligne du parti. Mais il fait aussi et surtout, de manière plus fine peut-être, enfin c'est plus compliqué à faire, donc il y a plus de finesse requise, la critique des écrivains engagés sur le modèle sartrien en ce qu'il appelle le style les temps modernes. Pour Barthes, il y a une position intenable dans ce qu'il appelle le scripteur de l'écriture engagée. Et là, il vise effectivement Sartre et les temps modernes. Cette position intenable, c'est entre un individu qui se prétendrait à la fois affilié à un parti, et qui, dans ce cas, celui du PCF surtout, serait tenu d'en respecter la ligne, et qui se revendiquerait en même temps écrivain, producteur de style, et donc libre. Il y a là, pour Barthes, une espèce d'impossibilité, une aporie. Ce qu'il cherche à faire, c'est à déboulonner cette image idéale de l'intellectuel engagé, de l'acte d'écrire comme acte nécessairement politique qui se suffirait à lui-même comme acte politique. Il décrit donc une double impasse entre se retrouver impuissant, à faire par exemple de la poésie pour faire de la poésie, ou se rendre complice en essayant donc de soutenir, d'écrire au service du PCF. Alors, le détournement des situationnistes, il se positionne pas explicitement dans ce débat-là, mais il y a fort à parier que les multiples exercices de définition auxquels s'adonnent les situationnistes sont imprégnés de ce débat-là, puisqu'il s'agit de trouver une forme qui sera liée à un contenu, et le détournement, c'est bien cela, c'est manier la langue pour trouver à la fois le contenu d'une théorie révolutionnaire qui s'inclurait dans une forme elle-même qui serait révolutionnaire, en remettant en cause l'idéologie de la crévité, en remettant en cause la propriété privée, par exemple. Donc voilà pour ce deuxième contexte, un contexte donc de géopolitique, si vous voulez, un contexte philosophique et intellectuel, celui de l'engagement sartrien. Un troisième contexte qui est celui des arts, où il est difficile, si on n'a pas de date par exemple ou d'auteur, de différencier parfois un collage dada, un collage pop,
d'un détournement situationniste et d'autres pratiques de cut-up de William Burroughs et Brian Gysin. Voilà des pratiques qui se ressemblent, qui relèvent toutes d'une esthétique de la juxtaposition, de la confrontation, du frottement entre des éléments issus de contextes différents, et qui caractérisent en fait tout l'art du XXe siècle. Donc quand l'international situationniste dit que son trait caractéristique c'est le détournement, c'est à la fois vrai et ça mérite explication. D'autant que on est dans ces années 60, dans la période des néo-avant-gardes, qui rejouent les avant-gardes du début du XXe siècle, comme c'est le cas par exemple ici, avec le célèbre LHOQ de Marcel Duchamp, qui a consisté à prendre une reproduction de la Mona Lisa, de la Joconde, voilà, de Léonard de Vinci, en 1919, de lui rajouter une moustache et un bouc, et puis d'inscrire ce jeu de mots LHOOQ. C'est Duchamp, dans ce geste dadaïste, il y a bien sûr une manière de jouer avec l'institution artistique, de s'en moquer, de la railler. Le tableau d'Asgurian, qu'est-ce qu'il fait par rapport à ça, donc qui est sur la droite du tableau. L'avant-garde se rend pas, j'aurais dû rajouter un sic, Asgurian a une pratique du français parfois assez flottante et souvent voulue, c'est bien l'avant-garde se rend pas, réalisé en 1962. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on n'a plus la Joconde, c'est plus une reproduction, mais c'est un tableau original qu'on a en dessous. Donc le geste est quand même différent. Vous savez que Marcel Duchamp n'a pas peint ses moustaches sur la Joconde, mais sur une reproduction. Là, Asgurian, il peint ses moustaches et ce bouc sur cette jeune fille qui ressemble vaguement à une femme d'Espagne, sauf qu'elle a une corde à sauter à la main. Il peint directement sur une toile qu'il trouve au puce, sans doute, ou chez un brocanteur. Il badigeonne le fond de noir pour inscrire donc à la peinture blanche « L'avant-garde se rend pas ». Et il rajoute également une espèce de motif récurrent des tableaux qu'il fait depuis Cobra et qu'il continue à faire, ce petit oiseau avec un très long bec qu'on retrouve dans pas mal de ses tableaux. Alors bien sûr qu'il y a là une manière de rendre hommage au geste de Duchamp, de le reproduire, d'entrer donc dans la néo-avant-garde. Cette toile d'Asgurian, finalement, c'est un détournement peut-être assez faible, puisqu'elle ne fait que rentrer dans cette histoire des néo-avant-gardes et reproduire là un geste qui a déjà été produit. La faute d'orthographe se rend pas, laisserait à penser que voilà, Asgurian joue l'avant-garde, le loser magnifique de l'avant-garde, l'avant-gardiste qui n'y arrive pas, même pas à écrire correctement le titre de son tableau, d'une avant-garde qui ne rend rien finalement, qui ne donne rien et qui est une impasse. Alors c'est peut-être là une interprétation optimiste du dit tableau. En tout cas, voilà déjà un tableau toujours présenté comme l'exemple même du détournement situationniste dans le champ de la peinture, et qui pourtant a un statut assez ambigu et délicat à définir. Pardon. Alors, ces peintures détournées, Asgurian en réalise toute une série qui sont exposées en 1959 dans une galerie. Alors, les situationnistes, dont Asgurian fait partie en 1959, puisque le mouvement est fondé en 1957, comme vous savez, qui prétendent dépasser l'art, refuser le monde de l'art, n'en organisent pas moins des expositions. Est-ce que cette exposition de peinture détournée dans une galerie est un détournement du principe de l'exposition? À vrai dire, non. Asgurian expose des peintures, elles sont à vendre, mais voici comment est-ce qu'il justifie et il explique sa démarche. Alors, il y a une plaquette publiée avec l'exposition, donc à cette galerie Rive Gauche, une galerie parisienne parfaitement légitimée et officielle. Dans cette plaquette, on a donc un texte, là c'est le début, destiné au grand public et qui se lit sans effort. Soyez moderne, collectionneur, musée, si vous avez des peintures anciennes, ne désespérez pas. Gardez vos souvenirs, mais détournez-les, pour qu'ils correspondent à votre époque. Pourquoi rejeter l'ancien si on peut le moderniser avec quelques traits de pinceau? Ça jette de l'actualité sur votre vieille culture. Soyez à la page et distinguez du même coup. La peinture, c'est fini. Autant donner le coup de grâce. Détournez. Vive la peinture. Donc, il y a là, c'est une prose, enfin, il s'agit presque de vers caractéristiques d'Asgurian, qui, d'une ligne à l'autre, explique que la peinture est finie, mais que vive la peinture. Il y a une volonté donc de porter atteinte à l'œuvre, de la dévaloriser, et Asgurian réfléchit sans cesse à ces questions de valeur, de valorisation, de dévaloriser les œuvres du passé, et en même temps de leur redonner vie, de leur redonner chair, de les réinvestir dans le contemporain. Donc il y a là un rapport à l'art du passé, à la culture du passé, qui se veut bien sûr tout opposé
à l'admiration béate, au figement dans les musées, qui incite donc les collectionneurs comme les musées à aller intervenir sur leurs toiles, pour finalement sauver la peinture, sauver la pratique artistique, détourner, vive la peinture. Donc ce rapport dialectique, on voit qu'Asgherian le travail lui-même, et la critique que je faisais de son tableau tout à l'heure était donc en cela peut-être un peu illégitime, il y a une espèce de tension permanente entre la quête d'un renouveau, un irrespect par rapport aux œuvres du passé, et puis une manière aussi de leur rendre hommage. Asgherian, dans ses lettres, notamment à Constant, explique qu'il a beaucoup de goût pour ces vieilles croûtes qu'il trouve, comme je vous le disais tout à l'heure, au marché aux puces ou chez des brocanteurs, et sur lesquelles il appose des coups de pinceau bien sentis, donc notamment dans la toile qu'on expose dans l'exposition. Les berserkeriens sont parmi nous. Donc là, j'ai pensé à mettre le sig, vous voyez. Qui est donc un tableau représentant visiblement un ancêtre quelconque vêtu de façon grandiose, dont la tête a été non pas coupée mais réduite, comme une tête réduite. L'éventuel sabre ou flambeau qu'il tient à la main a été à moitié occulté, et puis derrière lui se dresse une espèce d'immense monstre dont vous voyez à la fois le bec et vaguement les yeux. Donc la pratique situationniste du détournement dans la peinture, elle est surtout le fait d'Asgherian, mais également de Pino Galizio ou de Constant quand il faisait de la peinture. Mais cette pratique, elle a aussi une généalogie qui est littéraire, et qui est sans rapport finalement avec les débats que j'évoquais là, donc intellectuels ou artistiques. Une généalogie qu'on peut attribuer avec deux géniteurs, si vous voulez, d'un côté Lautréamont et puis de l'autre Brecht. Alors, pourquoi Lautréamont ? Alors, c'est un personnage que les situationnistes ou Guy Debord ne redécouvrent pas. C'est les surréalistes, les premiers, qui se sont attelés à la lecture d'Isidore Ducasse, donc du conte de Lautréamont. Lautréamont qui lui-même pratique ce détournement, avec là, ici, des notes tirées des fiches de lecture de Guy Debord, où on a une phrase de Vauvenargues, « Les orages de la jeunesse sont environnés de jours brillants », et le détournement, ou le plagiat de Lautréamont, « Les orages de la jeunesse précèdent les jours brillants ». Qu'est-ce que fait Lautréamont par rapport à Vauvenargues ? C'est qu'il introduit une espèce de mouvement historique. Il réintroduit du progrès historique dans la phrase de Vauvenargues, qui était spatiale en quelque sorte, où les orages de la jeunesse sont environnés de jours brillants. Chez Lautréamont, on entre dans un processus historique où les orages de la jeunesse précèdent les jours brillants. Le plagiat est nécessaire, le progrès l'implique. C'est là une phrase de Lautréamont que Debord détourne dans l'Institut du spectacle et même dans d'autres textes. Donc il y a cette première filiation qui aussi relie une fois de plus Debord aux surréalistes, qui eux-mêmes donc après ont été des lecteurs de Lautréamont. Une pratique d'écriture, donc le détournement chez Guy Debord qui n'est pas neuve. Et Debord le reconnaît volontiers, il y a des antécédents, parmi lesquels Vauvenargues qui lui-même détournait des textes, comme Montaigne, mais surtout et au premier chef, Lautréamont. L'autre élément l'autre père, si vous voulez, qu'on pourrait attribuer au détournement, outre ce Lautréamont, c'est Brecht. Brecht avec l'effet de distanciation. Dans le mode d'emploi du détournement, Guy Debord et Gilles Volman évoquaient Duchamp, évoquaient le LHOQ dont je vous parlais tout à l'heure, et lui préféraient et le dénoncer comme pratique néo-avant-gardiste, qui vise comme pratique qui ne peut advenir qu'une fois et pas se renouveler, et lui préfèrent Brecht. Alors, on peut s'étonner Pourquoi est-ce que Guy Debord et Gilles Volman, en 1956, font référence à Brecht ? Brecht vient d'entrer sur la scène culturelle française en 1954. Lui et le Berliner Ensemble se font connaître du public parisien en jouant Mère Courage et ses enfants au Théâtre des Nations. Et puis ils reviennent en 1955 pour jouer le Cercle de Craie caucasien, qui est une pièce qui justement traite de cette question de la propriété privée et de son dépassement dans une société communiste. Que fait Brecht ? Brecht, il adapte des classiques avec sa troupe de façon collective. Il réécrit par exemple Coriolan ou Don Juan. À quoi sert ce travail de réécriture collective ? À transformer la pièce, à lui donner une forme d'actualité, certes, mais aussi, en laissant les traces au moment de la représentation, à amener l'audience à prendre une forme de distance par rapport à ce qui est joué, par rapport au texte lui-même, à prendre conscience de son statut de spectateur face à un texte qui n'est pas fluide, et à s'extirper de ce statut de spectateur.
Il s'agit chacun donc de devenir un exégète du texte initial, de réintroduire du mouvement dans le texte initial, de ne pas jouer de courbettes, si vous voulez, et d'approbation stupide des grands classiques de la littérature, mais bien de porter la contradiction en leur sein dans les chefs-d'œuvre du passé pour les réactualiser. Ce mouvement-là de distanciation et de libération, c'est ce qu'on retrouve dans le détournement, où, lisant Debord, le lecteur cultivé bute parfois sur certaines phrases où il reconnaît le rythme d'un auteur, le phrasé d'un poète, etc. Donc le détournement, il s'inscrit, pardonnez-moi, il s'inscrit dans cette double filiation aussi, littéraire, si vous voulez, et théâtrale, ou en tout cas celle d'une technique d'écriture, la distanciation, une technique d'écriture et de représentation. Excusez-moi. Donc, j'ai évoqué parmi les réalisations détournées les peintures d'Asgharian. Je voudrais maintenant m'en pencher sur la composition des textes eux-mêmes, puisque le détournement a des champs d'application multiples. J'ai évoqué la peinture, qui est brièvement pratiquée à la fin des années 50 par les situationnistes, avant que les situationnistes artistes ne soient exclus du mouvement au début des années en février 62. Le détournement est aussi une pratique utilisée par Guy Debord et aussi par ses camarades dans le champ de l'écriture, de la composition des textes, avec deux manières de procéder. D'abord, on peut reprendre le texte tel qu'il est, sans rien y changer. Comme ici, Debord s'enthousiasme d'un det, point d'exclamation, sur la gauche de l'affiche que vous voyez là, en lisant une citation de l'archiduc Charles, issue des études stratégiques du commandant Mordac. Le moyen le plus propre à développer les rapports intimes de la théorie avec la pratique est de puiser les leçons de l'expérience dans l'histoire de nos temps. Alors, voilà une phrase facilement détournable qui peut être utilisée telle qu'elle, puisque Debord, effectivement, et les situationnistes se sont fait les historiens aussi de leur époque, du passé en évoquant la Commune, ou de leur époque, au sein de l'Internationale situationniste de la Revue, en se faisant un observatoire critique de l'actualité révolutionnaire, en évoquant Watts, par exemple, les émeutes de Watts à Los Angeles. Il y a dans cette manière d'observer l'histoire, celle du passé et celle du temps présent, une façon pour Debord de développer les rapports intimes de la théorie avec la pratique. Et le détournement, c'est précisément ça. Donc cette phrase-là a aussi, ce détournement-là, embryonnaire, puisque vous le voyez là à l'état de source, permet de développer ces rapports entre théorie et pratique du détournement. On peut aussi reprendre le texte tel quel, comme ici. Debord lisant, c'est aussi une pratique d'écriture, le détournement au départ, donc avant d'être c'est une pratique de lecture, je veux dire. Debord lisant des textes pense à des détournements ultérieurs. Donc il y a une manière de lire chez Guy Debord assez spéciale, où il relève des citations avant même de les commenter, et parfois il ne les commente même pas. Une sensibilité littéraire qui passe par une manière d'immédiatement extraire des morceaux pour les adapter à d'autres situations. Il y a là une manière de refuser un peu ou de ne pas se prêter toujours à ce contrat qu'implique la lecture, de s'immerger dans le texte. Debord ne cesse de faire des allers-retours entre le texte qu'il lit et sa propre situation. Comme ici, lisant La Somme et le reste d'Henri Lefebvre, où il se dit qu'il pourrait peut-être détourner pour Liel en 53 la phrase suivante « Mais comment distinguer de la poésie cette tendance, sinon en ceci qu'elle ne se voulait pas poésie, mais mode d'être ». Et il a effectivement une manière assez debordienne, avant l'heure, de caractériser la poésie comme son propre dépassement, sa réalisation dans la vie quotidienne. Le détournement peut être aussi... il y a l'autre manière de procéder, donc la reprise du texte tel quel, ou la modification, l'altération apportée au texte initial pour lui faire dire autre chose, en réactualiser le sens. C'est ce que se propose de faire Debord en lisant Jomini. Ici, par exemple, vous avez là un exemple typique du travail de Debord sur ses fiches en préparation au détournement. On a si vous voulez, on a soulevé le capot dans les fiches pour voir comment est-ce que Debord travaille. Jomini, cette phrase est assez connue. Loin d'être une science exacte, la guerre est un drame effrayant et passionné. Debord se propose tout simplement de remplacer le mot guerre par le mot révolution. Loin d'être une science exacte, la révolution est un drame effrayant et passionné. L'exemple est assez simple, mais au moins il est parlant. Exemple un peu plus travaillé, si vous voulez. Debord lit là les conversations avec Goethe d'Eckermann,
Et vous voyez vraiment sur le texte initial le travail qu'il peut faire de modification de l'original. Qu'y a-t-il à définir, dit Goethe, un vif sentiment des situations et la faculté d'exprimer ce sentiment, voilà ce qui fait le poète. Très bien. Debord se propose de détourner la phrase en disant « Qu'y a-t-il à définir ? Un vif sentiment des situations ». Et là, bien sûr, Debord, à chaque fois que dans un texte, il tombe sur ce mot de situation employé par d'autres, il cherche à le détourner, à l'utiliser. Donc un vif sentiment des situations et la faculté, non pas d'exprimer, mais de réaliser dans le monde ce sentiment. Voilà ce qui fait le poète, si on considère le poète révolutionnaire, cette poésie au service de cette révolution au service de la poésie, qu'appelaient de ses voeux les situationnistes, ou qui fait le situationniste, si vous voulez. Donc voilà les deux manières de procéder. Pour le détournement, avec les fiches de lecture, j'entendais vous montrer cette fabrique du détournement, qui implique donc d'avoir un rapport au texte qui est tout sauf doctrinaire, dogmatique et respectueux. Dans l'Institut du spectacle, finalement, ce rapport non doctrinaire, non dogmatique, non idéologique à la théorie de Marx, c'est précisément ce qui caractérise l'Institut du spectacle, le livre, donc l'essai paru en 67, qui est à la fois un grand collage littéraire et un ouvrage de théorie marxiste. Un ouvrage de théorie marxiste qui entretient avec le corpus marxiste un rapport non pas d'obédience et de littéralité, mais d'impertinence, si vous voulez, laquelle Debord retrouve chez Kierkegaard parlant du christianisme. Avec cette fiche, une dernière fiche que je vous montre, une note de lecture prise sur les miettes philosophiques de Kierkegaard. Donc dans ce livre, Søren Kierkegaard, écrit Debord, tient à propos du christianisme le même ton distant que l'IS par rapport à la théorie de Marx. Même raison, sa vérité officielle reconnue n'est pas celle que nous voulons mentionner. Donc là, le principe du détournement que je replaçais dans le contexte tout à l'heure d'une manière de se positionner contre l'orthodoxie marxiste, on la retrouve ici dans cette fiche. Il s'agit de rendre la théorie de Marx à sa mobilité, de l'adapter aux contemporains, de réinvestir les théories de Marx avec des analyses contemporaines. Cette pratique-là, qu'est-ce qu'elle vise? À finalement briser la rigueur idéologique des discours officiels, par exemple, du PCF. Excusez-moi, je viens de perdre une phrase. Peu importe, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc finalement, pour sauver la pensée de Marx, ni Debord, ce qu'il faut faire, c'est la détourner. C'est en faire usage. Et finalement, peut-être qu'aujourd'hui, et on pourra en parler tout à l'heure, pour sauver la pensée de Debord, plutôt que de l'exposer doctement à un public et Bobby, il faudrait travailler sur cette pensée. Je ne sais pas si vous étiez Bobby en même temps, mais... travailler cette pensée et penser le contemporain avec elle. On peut faire ça, cela dit, en deux temps. Donc la fonction là, du détournement, dans l'Institut du spectacle en tout cas, c'est d'être un langage de l'anti-idéologie. D'éviter le figement de l'idéologie marxiste en catéchisme, si vous voulez, de la remettre en mouvement. La thèse 206 de l'Institut du spectacle ne dit rien d'autre que cette petite fiche de lecture. Le détournement ramène à la subversion des conclusions critiques passées qui ont été figées en vérité respectables. Donc, je ne vais pas épiloguer sur l'aspect du spectacle qui vous a été présenté la semaine dernière par Patrick Marcolini. Une dernière note, si vous voulez, sur cet usage du détournement, sur laquelle on pourra aussi discuter tout à l'heure au moment de la discussion. Je ne voudrais pas être trop long. C'est ce rapport que peut avoir le détournement à l'écriture de soi. Donc là, on a quelque chose de tout à fait différent de l'aspect du spectacle. Debord, même quand il parle de lui-même, recourt au détournement et dit « On dira sûrement que j'ai une manie, doute, timidité, manque d'originalité, en faveur du détournement, et que j'écris mieux, plus vrai, plus vivant, plus authentique, là où je ne l'emploie pas. On se trompera fort. » Il y a en effet chez Guy Debord un rapport au littéraire, et donc un rapport à la création littéraire, qui est celui d'une manière de réinvestir en permanence les textes lus. Les fiches de lecture que vous voyez au centre de l'exposition, et là je vous demande de vous téléporter momentanément dans l'espace d'exposition. On a exposé là ces fiches, pour qu'elles puissent être lues, vous avez bien vu, pas toutes. Il n'y avait pas là une volonté de frustrer le visiteur, mais simplement une volonté de montrer la masse de fiches qu'il y avait là. Et la scénographie fait qu'on a placé les fiches au centre, dans un espace très éclairé, qui nimbe le reste de l'exposition d'une lumière. Pourquoi ? Parce que Guy Debord, développant sa théorie du spectacle, nous explique que
notre rapport à une vie véritablement vécue est finalement brouillé par les tombereaux d'images, les sommes d'images, de rôles sociaux que produit le spectacle. Entre nous et la vie véritablement vécue, il y a ce spectacle, alimenté par les médias, la culture, le pouvoir, l'économie, qui crée autant de rôles sociaux notamment. Alors ça peut être la star, le politicien, le pseudo-rebelle, l'étudiant, la bonne mère de famille, le professeur d'université, autant de rôles sociaux auxquels on s'identifie et qui font écran, qui font qu'on joue en permanence la comédie sans jamais atteindre la vie véritablement vécue. Mais cette vie véritablement vécue que Debord appelle de ses voeux, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement quelque chose d'assez... Proust en parle lui-même, de la vie authentiquement vécue. Quel est ce Graal situationniste ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir un rapport non médié à la vie ? C'est là une phrase qui ne veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'on peut avoir un rapport immédiat à la vie ? Est-ce qu'on peut avoir un rapport qui ne passe par aucune représentation ? Par aucun souvenir qui soit direct, le rapport que peut avoir, mais encore que les animaux, j'imagine, ont un rapport médié à la vie. Non. Il y a chez Debord une manière de rapport au littéraire, le rapport à la vie vécue qui passe par le littéraire. Vous avez pu remarquer dans l'exposition certaines fiches de lecture, par exemple l'une dédiée à l'Iliade, où il évoque les casques de fer des Troyens sur les champs de bataille, lui évoque mai 68, c'est-à-dire les casques des CRS sur les champs de bataille de la rue Gay-Lussac. Et donc, il y a chez Guy Debord un rapport à la réalité qui est médié par le littéraire. On pourrait finalement lire la vie de Debord comme la vie de Don Quichotte, si vous voulez, avec une première partie où on a un Debord un peu don quichotesque, insatisfait de son siècle de fer, qui parcourt le monde avec des livres de chevalerie à la main. Et la présence de l'imaginaire chevaleresque chez les situationnistes en témoigne. Il y a une manière de rapport à l'action révolutionnaire, de rapport à la vie également, qui passe par cet imaginaire, par exemple, de la chevalerie. Et donc, tel Don Quichotte, Guy Debord part à l'assaut de ce siècle de fer qu'il veut mettre à bas. Et puis, dans la seconde partie de sa vie, que fait Don Quichotte dans la seconde partie du roman de Cervantes ? Il revient pour dénoncer les fausses suites qui ont été données à lui-même et dire « Don Quichotte, c'est moi ». Guy Debord fait un peu la même chose. Une fois que l'international situationniste est terminé, il revient en dénonçant toutes les fausses suites qui ont pu être données à son œuvre, avec des pro-situationnistes par exemple, et il oppose au spectacle sa vie à lui, avec l'émergence là d'une écriture de soi, dans des livres comme Panégyrique ou des œuvres comme Ingerum, où on voit émerger un jeu qui reste médié par le littéraire, médié par donc des détournements. Je ferme cette parenthèse qui nous porte un peu plus loin dans le rapport de Guy Debord au détournement, mais qui méritait, qui permettait de faire le lien aussi avec nos discussions sur le spectacle la semaine dernière. Je voudrais maintenant m'arrêter sur deux autres manières de détournement, pour l'inscrire peut-être plus précisément dans une pratique de propagande et une pratique révolutionnaire, avec les bandes dessinées. Les situationnistes sont connus notamment en mai 68 pour leur usage de la bande dessinée détournée. Alors, ils ne sont pas les premiers à utiliser la bande dessinée à des fins politiques. Vous voyez là, Georges Bonamour, candidat sur l'étiquette républicaine aux législatives de Saint-Claude dans le Jura en 1902, qui recourt à la bande dessinée pour dire qu'il ne faut surtout à aucun prix faire confiance aux francs-maçons, aux juifs, aux radicaux, aux socialistes, etc. Mais il faut faire confiance à Georges Bonamour. La droite n'est pas la seule. Ici, on a là encore toujours une organisation patronale qui recourt à la bande dessinée pour mettre en garde les travailleurs contre les syndicats. Ici, une affiche du temps de la guerre d'Algérie qui incite à la délation, les autochtones envers les félagas. Donc l'usage de la bande dessinée politique, c'est quelque chose de récurrent. La manière de détourner aussi l'imaginaire enfantin pour le mettre au service de la politique, il est récurrent avant l'usage qu'en font les situationnistes. On a là, dans les années 50, des couvertures de comics américains qui, vous voyez, sont certes faits pour le divertissement des têtes blondes, mais aussi pour leur endoctrinement. Avec donc un militaire américain qui hurle « Die, you commie rats, die », commis, mais voulant dire communiste évidemment, et puis l'horrible main velue et ensanglantée d'un communiste qui écrase les super-héros chéris de Marvel Family. Donc vous voyez qu'il y a dans le détournement une manière d'utiliser une arme que le spectacle lui-même utilise assez bien. Alors, le détournement de bande dessinée, c'est une pratique qui a fini par devenir une forme de signature d'un style situationniste en mai 68,
Les comics détournés ont été l'œuvre des situationnistes, mais il y en a eu beaucoup d'autres de faits. Et puis toute la contre-culture, les revues contre-culturelles des années 70 regorgent de ces bandes dessinées détournées. Alors comment est-ce qu'on fait une bande dessinée détournée? Il y a plusieurs manières de le faire. D'abord, on peut simplement découper un encart d'une bande dessinée et puis le mettre dans la revue internationale situationniste. C'est le cas ici avec une vignette tirée de la revue Monde Futur, donc la vignette en bas à droite de la page que je vous présente, qu'on retrouve dans la revue internationale situationniste. Alors à quoi ça sert là, ces vignettes de bande dessinée de science-fiction détournées dans l'international situationniste? Ça sert de même que l'imaginaire chevaleresque que j'évoquais tout à l'heure, à finalement donner à l'aventure situationniste, avec un certain humour, une part de jeu évidente, une forme d'identification entre l'aventure situationniste et l'aventure des héros de science-fiction. C'est encore plus peut-être prégnant dans ce genre d'illustration, où on a d'une part les situationnistes à la conférence de Londres, une photographie qui n'a pas été publiée dans l'international situationniste, mais d'autres du même genre, les représentants attablés, sont présents dans la revue. Et puis, pour introduire